Nous sommes un groupe de réflexion qui a été créé en 2011. Notre objectif est de réinterroger les valeurs éthiques dans le contexte des évolutions de la société contemporaine. Les évolutions, c'est les évolutions des mœurs tout d'abord, avec l'affaiblissement des valeurs morales traditionnelles, qui laissent une place de plus en plus grande à la liberté individuelle, donc dans tous les domaines. C'est l'évolution de l'économie, la mondialisation, les entreprises, les échanges de marchandises, les échanges de personnes, d'informations et les mélanges de cultures. Ce sont aussi les évolutions des techniques, et particulièrement des techniques biogénétiques et médicales, mais aussi, et ce sera le sujet d'aujourd'hui, des nouvelles techniques de l'information et de la communication, donc, dont l'intelligence artificielle fait partie. Donc, passons au cœur du débat, donc, les rapports entre l'éthique et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus, on en parle beaucoup dans les médias, il y a beaucoup d'émissions de télé, il y a beaucoup de livres qui sortent sur ce sujet, mais on a encore du mal à cerner quels sont les impacts du point de vue de l'éthique. Et on peut se poser un certain nombre de questions que je vais essayer de poser dans un premier temps. D'abord, on peut se demander, et beaucoup se le demandent, si l'intelligence artificielle viendra remplacer l'homme. Remplacer l'homme non seulement pour les tâches physiques, comme cela s'est produit depuis les débuts de l'ère industrielle, de la mécanisation, mais cette fois pour les tâches intellectuelles. Les tâches intellectuelles qui nécessitent de faire des choix, de prendre des décisions et donc de porter des jugements. Et en particulier, lorsqu'on porte des jugements, on porte des jugements de valeur, donc des jugements éthiques qui sont le propre de l'humain. Il s'agit par exemple, mais ce sont quelques exemples, des diagnostics médicaux, des enquêtes judiciaires, de l'écriture automatique d'articles d'information. Toutes ces activités où interviennent des jugements sont déjà, à un degré plus ou moins grand, impactées par l'intelligence artificielle. Celle-ci utilise des techniques d'apprentissage. Et ces caractéristiques d'apprentissage et d'adaptation au milieu sont les caractéristiques qui définissent l'intelligence artificielle. La question qui se pose est alors de savoir si l'intelligence artificielle va déposséder les hommes de leurs expertises, acquises au cours de leurs études ou dans leurs expériences professionnelles, puisqu'elles seront capables d'apprendre. L'intelligence artificielle va-t-elle même jusqu'à enlever la maîtrise de ses choix par l'homme sur son avenir, donc de sa capacité à décider du bien et du juste? Au-delà même de ces applications qui viendront remplacer l'homme sur certaines activités, dans certains métiers, il y a des applications largement utilisées sur les réseaux sociaux, par exemple, et qui utilisent nos données personnelles que nous laissons lors de nos passages sur ces réseaux sociaux. Et là, il y a des risques de manipulation à grande échelle. On peut penser, par exemple, au profilage qui permet de faire de la publicité ciblée. Et il y a aussi des risques de surveillance de masse. Ici, on peut penser à la reconnaissance faciale qui est utilisée, par exemple, en Chine à l'heure actuelle. On en parle dans les actualités. Et alors, devant ces évolutions possibles, on peut se poser la question de comment éviter une telle évolution, ou du moins comment éviter les dérives dans l'utilisation de ces techniques. Techniques qui en elles-mêmes ne sont pas nécessairement négatives. Comment, par exemple, introduire des règles d'éthique dans les algorithmes? Comment s'assurer que l'homme maîtrisera ces règles? Comment aussi éduquer les utilisateurs à l'usage de ces applications à base d'intelligence artificielle? Mais une fois qu'on a énuméré ces risques, risque de rendre l'homme inutile, risque de le manipuler, risque de le surveiller, on peut même se poser des questions plus loin. Est-ce que cette évolution conduira à la domination de l'homme par les machines et les algorithmes?
C'est un thème que la science-fiction a largement développé, d'un homme dominé par des robots qu'il a lui-même créés, mais qui deviennent plus performants que lui, au point de le rendre non seulement inutile, mais dépendant, voire même esclave. Le développement des algorithmes, qui sont en quelque sorte les cerveaux des robots, ira-t-il jusqu'à la construction d'une super-intelligence? Dans le langage de l'intelligence artificielle, on parle d'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire dotée d'un libre arbitre et d'une conscience de soi. C'est ce risque que pointe un certain nombre de personnalités, comme par exemple Laurent Alexandre ou Yuval Harari dans son Homo Deus, mais aussi des gens comme Stephen Hawking, Elon Musk ou encore Bill Gates. Cette évolution rejoint les prophéties transhumanistes qui prédisent, dans un avenir pas si lointain, une transformation radicale de l'espèce humaine. Les hommes évolueraient ainsi vers un hybride homme-machine dont les capacités physiques et intellectuelles seraient décuplées par des prothèses machines. Irons-nous jusque-là? Certains le prédisent et même le souhaitent. Sommes-nous ici dans le domaine du fantasme, de la prédiction ou d'une prévision réellement scientifique? À l'opposé maintenant de toutes ces visions quelque peu catastrophistes, certains ont au contraire une vision optimiste, où l'homme sortirait plus libre, plus humain de cette évolution, de cette révolution de l'intelligence artificielle. Les partisans de cette vision disent que l'intelligence artificielle, en déchargeant l'homme des tâches répétitives et peu qualifiées, peut lui permettre de se concentrer sur ce qui est spécifiquement humain, sur des tâches qui exigent de la curiosité intellectuelle, de l'esprit d'initiative, des compétences relationnelles que ne peuvent pas avoir les machines. Car les machines n'ont pas de substrat biologique, n'ont pas de corps vivant. Et c'est toute la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on peut probablement dire que l'intelligence est proprement humaine. Et dans ce cas-là, le terme intelligence artificielle est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes. Mais il est tellement utilisé que je vais continuer d'utiliser. Dans cette vision optimiste, d'ailleurs, l'homme utiliserait cette intelligence artificielle à son profit. Celle-ci ne serait pas en opposition à l'intelligence humaine, mais en complémentarité. On peut ici songer à toutes les applications qui nous facilitent la vie et qui sont déjà, pour beaucoup, existantes et en développement. La domotique, qui va gérer pour nous tout ce qu'il y a dans la maison. La voiture autonome qui nous déchargera de la conduite, les assistants personnels ou les robots de compagnie pour les personnes âgées ou handicapées. Robots qui peuvent être de forme humanoïde ou pas. Le problème n'est pas là. On peut y voir aussi les applications que j'ai citées pour montrer leur côté négatif, mais qui ont aussi leur côté positif. Des diagnostics médicaux plus fiables, par exemple. Et toutes les applications qui viendraient nous remplacer, ou plutôt nous aider, dans des tâches intellectuelles. Les tâches intellectuelles d'avocats, de journalistes, par exemple. Et même, quand je parlais tout à l'heure de profilage et de marketing ciblé, de publicité ciblée, ça peut avoir son côté positif. Tout comme la reconnaissance faciale peut avoir son côté positif pour gérer des problèmes de sécurité, par exemple. Mais dans cette vision optimiste, donc, l'homme ainsi libéré des tâches répétitives pourrait repousser les frontières du proprement humain pour accroître sa créativité, pour utiliser mieux et plus son intuition et son imagination, et pourrait par là aussi réhabiliter la sociabilité et revaloriser la place de nos relations avec les autres. Alors, positif, négatif, où en est-on entre ces deux extrêmes ? Entre ces visions négatives et cette vision positive? Quels sont les risques à conjurer? Comment sauvegarder, voire augmenter la part de liberté et d'autonomie des individus face à ces nouvelles technologies? Avant de répondre à ces questions et voir éventuellement quelles sont les propositions que l'on peut faire pour maintenir ou pour rétablir l'éthique dans cette révolution technologique, il est important de clarifier de quoi nous parlons.
d'expliquer les termes et de faire des distinctions entre des concepts qui touchent de près ou de loin à l'intelligence artificielle, mais qui sont souvent utilisés dans le débat public. C'est ce que Abdel va faire avant de rentrer dans le vif du sujet des rapports de l'éthique et de l'intelligence artificielle. Ensuite, donc, je me permettrai de lui poser quelques questions et on passera au débat avec la salle sur ces sujets-là. Voilà. Abdel, merci Bernard, merci Stéphane. Content d'être parmi vous ce soir pour parler d'un sujet, et je pense qu'il ne vous a pas échappé, et que c'est un sujet où nous sommes en effet, avec ou sans notre consentement, affrontés à le gérer quotidiennement. Avant de rentrer dans des définitions pour cadrer le terme intelligence artificielle, on peut se dire qu'aujourd'hui, jusqu'au plus intime de nous-mêmes, cette intelligence artificielle a réussi à glisser au sens physique et au sens intellectuel. Je ne vais pas poser la question ici à la salle, mais je pense que tout le monde a un smartphone dans sa poche, et je pense que je ne me trompe pas. Bon, j'étais sûr. Et ce n'est pas, c'est un phénomène qui aujourd'hui devient banal, devient une partie de notre quotidien. La question, est-ce qu'on sait jusqu'à à quoi on a affaire? Là aujourd'hui, ce smartphone, c'est plus qu'un ami. Parce que même un ami, on ne lui dit pas tout. Bon, on filtre, il n'est pas toujours avec nous tout le temps, il n'écoute pas nos battements de cœur, il n'a pas une oreille qui écoute tout ce qu'on dit constamment, il ne voit pas la dilatation de notre pupille, il ne voit pas comment nos doigts bougent sur l'écran. Et ça peut nous paraître des mouvements, aujourd'hui ils rentrent dans une routine, donc ça devient de l'ordre du banal, ça fait partie de notre quotidien, de nos réactions, etc. Mais derrière ce joli écran et ce qu'on appelle une application friendly, entre guillemets, ou amicale, on ne se rend pas compte de toute la myriade d'analystes ou d'algorithmes qui sont en train de construire en gros un avatar peut-être pour nous. La question, je ne pose pas tout de suite la question est-ce que c'est bien ou c'est mal. On dresse déjà à quoi ressemble notre quotidien. Aujourd'hui, je pense que cette intelligence artificielle, on n'arrive même pas à s'en passer. On a construit une relation de fidélité ou une accoutumance parce que, avant tout, elle facilite notre vie et on doit l'admettre. D'un autre côté, on agit avec ce smartphone ou ces objets connectés en ayant totalement confiance, en supposant une fidélité à ces objets, sans vraiment... ce qui est trompeur, c'est que ces terminaux ou ces applications friendly, c'est la face, il n'y a elle cache une face totalement extraordinaire. On ne la voit pas, on ne l'aperçoit pas, elle est opaque. Pire, c'est que ces objets, ils sont prêts à prendre des décisions, à nous guider, sans notre consentement directement. Et l'origine, en fait, de tout ça, c'est que, à la base, l'intelligence artificielle, en fait, elle vise à imiter le fonctionnement du cerveau. Donc, en fait, c'est des humains qui l'ont conçu, il faut qu'on se rende compte. Et l'objectif, c'est que, à minima, la logique humaine, elle est inculquée ou elle est transférée à ces objets connectés. Et donc, on a bien développé cette intimité immédiate qu'on voit avec donc les objets où on a des senseurs, où on a qui sont connectés, en fait, donc qui peuvent analyser avec en se liant au data center, donc avec des capacités algorithmiques extraordinaires. On a aussi une autre proximité qui est inconnue, où on ne demande pas nécessairement notre consentement. Quand vous marchez dans la rue, on est géolocalisé, mais on ne demande pas notre permission, est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour être géolocalisé.
On peut être dans certains pays aujourd'hui, on se permet de réaliser donc la reconnaissance faciale constamment. Aujourd'hui en Chine, dans quelques villes, on identifie votre visage. On est capable de vous identifier. Quand vous dépassez, vous coupez la rue et que c'est le feu rouge pour le piéton, on sait que vous avez fait une infraction. On sait que vous êtes un citoyen entre guillemets méchant, si je peux dire. Et c'est là où toute cette obsession de contrôle en fait qui vient derrière. La question c'est cette obsession de contrôle, où est-ce qu'elle va? Où est-ce que celui ou l'organisme qui va collecter de données, qu'est-ce qu'il en fait? Et d'ailleurs, je poserais même une question plus fondamentale. Est-ce que ces informations, à qui appartiennent? Vu qu'il s'agit de ma voix, vu qu'il s'agit de mes agissements, vu qu'il s'agit de mes mouvements, ce ne serait pas plutôt une propriété personnelle? La réponse, elle est très simple. Aujourd'hui, si Facebook est gratuit, ou si enfin, quasiment toutes les applications populaires, elles sont gratuites, c'est parce qu'en fait, l'individu, il est, entre guillemets, la valeur ou la richesse, ou j'aime pas dire ce mot, la marchandise qui est derrière. Généralement, c'est le cas quand on a quelque chose de gratuit, c'est que, quelque part, c'est nous qui sommes l'objet de valeur. Pourquoi? Parce que ces données, c'est une manne incroyable. Avant, on connaissait bien donc, le marketing qui vise des catégories socio-économiques où les jeunes, les moins jeunes, les seniors. Aujourd'hui, on est moins à l'aise peut-être parce qu'aujourd'hui, le marketing, il est individuel. C'est que parce que vous avez écrit un mot de recherche sur, je dis n'importe quoi, sur les matelas, eh bien, vous aurez constamment des publicités sur les matelas. Parce que vous avez discuté avec votre ami sur le prochain voyage, eh bien, vous aurez droit à toutes les propositions, alors que, in fine, le danger, c'est que ça peut casser la curiosité personnelle et aussi l'accès équitable à l'information. Parce que celui qui a eu la capacité ou a eu le pouvoir de pouvoir donc amener cette information, il a nécessairement l'avantage sur un autre prestataire, un autre service qui est meilleur, mais qui n'a pas eu accès à vous transférer cette information. Donc au lieu d'acheter à l'épicier du coin, eh bien, vous allez commander livraison à domicile, moins cher, etc. Donc c'est tellement facile, c'est tellement rapide. Et tout ça, ça répond à un ensemble de mécanismes. On est passé dans un mode de lecture des individus et non pas d'interprétation. C'est-à-dire, vu que ces objets, ils connaissent nos désirs, ils connaissent nos demandes, quasiment nos humeurs, comme j'ai dit au début, c'est plus qu'un ami. On ne s'en doute pas parce qu'en façade, tout est calme, il ne se passe rien, il ne parle pas en fait. C'est ça aussi, un smartphone, il ne contredit pas, il ne critique pas. Au contraire, il va attiser une certaine tendance à la consommation, une accoutumance. Aujourd'hui, ça devient problématique de voir donc, les plus jeunes avoir une certaine dépendance à ces objets connectés. Et donc, toute cette question, elle est d'ordre actuel aujourd'hui et elle fait partie de notre quotidien. La force de cette intelligence artificielle, on ne va pas, je ne vais pas vous parler des images de science-fiction ou de littérature qui étaient abondantes à ce sujet. On a imaginé très tôt Frankenstein, voilà, l'homme l'homme qui construit un humanoïde. Là, aujourd'hui, ce n'est pas, désolé de vous décevoir, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est encore plus subtil, c'est invisible, mais c'est très puissant. Pourquoi c'est puissant? Parce que la capacité d'analyser l'information, elle est devenue puissante. Et là, je vais introduire une nouvelle notion même de construction de la connaissance qui vient, on vient à une coupure quasiment. C'est que dans le schéma de la connaissance au sens classique, ou si j'ose dire, c'est qu'on commence par les observations,
on construit avec une réflexion intellectuelle le schéma ou la théorie, et après on vérifie avec l'observation. Aujourd'hui, on rentre dans un autre schéma, parce que notre capacité d'analyser l'information, elle est quasi infinie. Notre capacité de transférer l'information, elle est devenue incroyable. Et donc, la collecte ou l'échantillonnage des données, il nous permet d'avoir et l'observation et la construction, donc, ou la lecture de ce qu'il y a, du phénomène humain ou le phénomène social, qui est une zone difficilement jusqu'alors accessible aux sciences. Bon, les sciences humaines, on les appelle sciences, mais elle est parfois, suivant quelques épistémologues, elle est à la marge de la science dure ou la science exacte. Et du coup, on arrive à construire des schémas complets des individus, des phénomènes sociaux. Et là où la question éthique, elle est amenée, parce qu'on commence à toucher l'humain, à construire surtout c'est l'objet des neurosciences, à construire concrètement des schémas complets des agissements de l'humain. Alors, ça peut vous paraître simple, mais une caméra qui est pointée vers vous, c'est aussi une caméra qui va voir comment votre visage il va changer quand vous lisez une mauvaise nouvelle, comment votre pupille va se dilater si vous parlez, vous êtes énervé, si vous êtes content, comment le voir, et tout ça, ça rentre dans tout un paramétrage de l'humain. Et derrière cette connaissance ou cette construction, elle va permettre aussi de faire le chemin inverse. C'est-à-dire, c'est très simple, hein, c'est toujours la liaison cause à effet. C'est-à-dire, si on maîtrise ces mécanismes humains, ces agissements, on peut faire dans l'autre sens. C'est-à-dire, pour faire adhérer une personne, qu'est-ce que je dois faire ou quels sont les mécanismes pour agir dessus pour obtenir ce que je veux. Moi, en tant que suprématie de l'intelligence artificielle ou GAFAM ou autre, si je maîtrise un chemin, c'est-à-dire je connecte les situations aux agissements personnels ou aux humeurs ou aux désirs, je peux aller dans l'autre sens. C'est-à-dire si je veux vous faire désirer quelque chose, je vais pouvoir jouer sur certains leviers. Et donc ça pose cette observation massive, elle devient une source de réactualisation de cette lecture de phénomènes, donc phénomènes humains, parce que les outils statistiques, ils trouvent leur force. Il y a une capacité très forte d'échantillonnage, c'est que votre téléphone, tous les 60 secondes, il repère où vous êtes, donc on peut savoir où vous êtes, à tel moment. Les sensors, en fait, aussi, bon, ça peut être bien pour des applications médicales, j'entends bien. Mais le danger, c'est qu'il y a beaucoup de données qu'on peut connecter ou qu'on peut corréler en même temps et qui atterrissent chez les mêmes organismes ou chez les mêmes groupes. Et donc, qui fait le danger, c'est que cette information, elle peut devenir une source de contrôle, elle peut devenir une source de manipulation, et ce qui pose cette question d'éthique aujourd'hui. Donc d'un côté, d'accord, on construit un schéma de connaissance, donc on revient à un schéma cartésien, c'est-à-dire l'observation, elle devient une source de connaissance. La question, qu'est-ce que je fais de cette connaissance? Et c'est tout le questionnement de la philosophie ou de l'éthique. Comment ces outils, quels sont les garde-fous, quel est comment je me protège moi en tant qu'individu, ma vie privée, ma liberté, ma volonté de choisir, c'est tout simple. Ça peut paraître tout simple, mais derrière, on a affaire à quand même des faits d'actualité très graves. Et donc ce qui va faire donc l'objet de cette deuxième partie, c'est que de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on entend autour de nous qui provient de ces outils d'intelligence artificielle. Je vais vous donner quelques chiffres quand même clés pour qu'on se rende compte comment les choses sont allées très vite. Au bout de 20 ans, les utilisateurs d'Internet sont passés de 300 millions à aujourd'hui 4 milliards.
vous rendez compte, 4 milliards. On parle en fait, de toute la planète qui est connectée. On parle d'un réservoir d'informations juste incroyable. Avec la fibre optique aujourd'hui, on peut conduire 1 gigabyte par seconde. Pour vous faire simplifier l'image, vous pouvez télécharger un film DVD en 1 seconde. Vraiment qualité, très, très bonne qualité. Et donc, en fait, ça donne deux forces. C'est-à-dire, les terminaux, ils sont discrets, ils sont petits. C'est dans la poche. C'est la montre connectée. C'est la caméra quasi détectable. Et aussi, la vitesse accrue du traitement d'informations. C'est-à-dire, on parle maintenant de nanosecondes, de millisecondes, le temps que l'information, elle parcourt l'autre bout de l'Europe, qu'elle va être traitée dans la data center en Norvège ou en Suède, où il fait bien froid, parce que c'est bien pour ne pas... Les data centers chauffent beaucoup, donc voilà, c'est bien de les avoir proches des voilà, zones un peu... Et le temps qu'elles reviennent, déjà, il s'est passé quelques millisecondes. En fait, ça va très vite. Ça va très vite et ces réactions, ils sont quasi instantanées à l'échelle humaine. Et aussi le coût réduit de l'information, du stockage d'informations, des infrastructures data. Facebook, il n'a aucune inquiétude sur le volume de stockage qu'il peut atteindre. Que vous envoyez des photos, des messages à vos amis, vous faites des publications, il y aura toujours la place pour stocker vos données. Parce que le trésor, aux États-Unis, on a compris très vite que le nouveau pétrole, c'est la data. Donc en fait, on va voir pourquoi on appelle ça un trésor. C'est un trésor de connaissances déjà, c'est un trésor de guerre. On va dire c'est une source de guerre, c'est une source de richesse, de conflits. Parce qu'aujourd'hui, avec les 4 milliards qui sont connectés, les conflits, ils se passent dans le monde virtuel, dans le monde connecté. Les enjeux économiques, ils sont dans ce monde. L'accès à l'individu, ils sont dans ce monde. Donc ça peut donner la possibilité aux groupes d'activistes au fin fond de la Russie pour agir sur les réseaux sociaux d'une élection au Soudan. Parce qu'il y a des enjeux, etc. On veut contrôler le pays. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On veut contrôler le pays et aujourd'hui on parle de ça. Aujourd'hui, aux États-Unis, on parle d'une possibilité d'une ingérence extérieure en manipulant l'opinion publique. Et je ne vous apprends pas, je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé, le scandale de Cambridge Analytica. C'est qu'on s'est rendu compte que depuis 2014, cet organisme, elle a réussi à récupérer les données d'utilisateurs Facebook en masse. Ils ont réussi à les traiter et par la suite, ils ont réussi à orienter l'opinion publique. Et c'est très dangereux. Est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, on peut se poser la question, si une surpuissance numérique veut faire du lobbying ou veut faire monter un parti, un groupe de pression, ils ont les moyens aujourd'hui d'orienter l'opinion publique. Et je vais vous donner des exemples concrets. Aujourd'hui, on parle par exemple de ce qu'on appelle le filtre bubble. Le filtre bubble, c'est que toi, en tant qu'utilisateur, tu ne vas pas pouvoir voir toutes les informations. Si ton profil n'est pas adéquat ou ne rentre pas dans mon intérêt, je ne vais pas t'autoriser à lire ce commentaire. Je ne vais pas t'autoriser à lire cette actualité. Et c'est ça qui construit l'opinion aujourd'hui. Ce qui constitue l'opinion aujourd'hui, c'est le flux d'informations qui est reçu, c'est l'appréhension individuelle de cette information, et après donc, vient la décision. Imaginez aujourd'hui que l'information n'arrive pas équitablement, qu'on favorise un flux plutôt qu'un autre. Donc finalement, les dés sont truqués, et on peut donc favoriser un parti politique par rapport à un autre. Et bien sûr, le rêve de tout politicien aujourd'hui, c'est que chaque individu reçoit un discours qui lui est adapté. Pour ne pas... voilà.
Si jamais il y a des contradictions, elles ne vont pas apparaître. Pourquoi? Parce que je contrôle mon flux d'informations. Je sais que tu vas lire cette information et non pas l'autre. Donc je maîtrise mon électeur, je maîtrise ma communication, et c'est crucial aujourd'hui dans le monde politique. Alors, c'est vrai j'ai évoqué très vite le fait que le coût il est relativement réduit pour stocker. Vous voyez, aujourd'hui, moi j'ai vu, enfin, je ne sais pas si je suis vieux ou encore jeune, bon, je suis à la trentaine, j'ai vu passer les disquettes quand même où il y avait 1,4 mégas. Après, on était content d'avoir des disques durs, voilà, une centaine de gigas, c'était le top. Après, il y avait les 1 Tera où on stockait, on avait aussi le disque dur. Et là, maintenant, en fait, on n'a même plus besoin, enfin, en fait, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, c'est stocké dans des supports distants. Tant qu'on est connecté, il n'y a pas de souci. Mais quid du coût, en fait, de cette... On ne parle jamais du coût sur la planète, on ne parle jamais combien ça va consommer en électricité. On ne parle jamais de la croissance, en fait, de ces besoins qui aujourd'hui... Alors moi, je prends les chiffres du rapport Villani, c'est que la consommation mondiale énergétique du numérique, elle augmente de 8,5%, c'est extraordinaire. Et aux environs de 2030, on va parler de 20 à 50% de l'ensemble de la production énergétique qui va être dédiée au numérique. Parce qu'au rythme où on va, avec voilà, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour vous donner un ordre d'idée, c'est que chaque minute sur YouTube, il y a 500 heures d'enregistrement qui rentrent. C'est énorme. Ce qu'on dit, c'est qu'en 2020, chaque individu va générer 1,7 mégabytes par seconde. Pourquoi? Pour toutes ces raisons. Mais le coût sur l'environnement, aujourd'hui, il passe en second plan, mais c'est aussi un point de discussion sur l'intelligence artificielle. Donc le danger de l'intelligence artificielle, et là où je vais y venir, il peut être sur 3 niveaux. Le premier niveau, si elle est imprécise, parce que derrière, il ne faut pas oublier, c'est des humains qui l'ont mis en place. Donc, qui dit humain dit possibilité d'erreur, dit conséquences graves. Et on peut citer des exemples anecdotiques, par exemple du robot qui a été mis par Microsoft pour tweeter. Et au bout de certains moments, il est devenu misogyne, raciste. Donc ils ont tout arrêté. Et voilà. Il y avait aussi un autre robot qui s'appelait Beauty, qui a servi pour des juges de Miss ou un concours de beauté. Et en fait, lui, il a disqualifié systématiquement les personnes de couleur. Voilà. Donc derrière, vu qu'il y a un humain, il y a un effet loop qu'on peut citer, c'est-à-dire c'est facile aujourd'hui de dire ok, ce monde de l'intelligence artificielle, c'est bête et méchant, on arrête là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la question d'avoir une machine éthique. Non, la question c'est d'avoir l'utilisation éthique. Et comme tout, il y a l'aspect double tranchant de l'intelligence artificielle, finalement, comme n'importe quelle technologie. Aujourd'hui, le danger, plutôt, c'est dans cet effet amplificateur qui est inédit. Parce que, comment dire, si ces systèmes d'intelligence artificielle, comme je l'ai introduit au début, c'est-à-dire on va imiter un fonctionnement du cerveau humain, on arrive à des niveaux d'apprentissage, c'est-à-dire en fait, ce n'est pas le robot qui va exécuter une séquence ça c'est les robots donc qui a conquis l'industrie. Là on est dans le robot qui va apprendre de ses observations. Donc en fait, imaginez que par exemple aujourd'hui on met au point un logiciel d'intelligence artificielle pour recruter des gens, et qu'on le met, il va apprendre grâce à un recruteur. Donc en fait, si le recruteur il a un biais, c'est-à-dire s'il va par exemple préférer les étudiants de Sciences Po, j'ai pris un exemple comme ça, eh bien le robot il va apprendre, donc il va avoir cette tendance.
Donc là où je trouve c'est intéressant, c'est que ça peut rendre compte, l'intelligence artificielle, elle peut nous aider à prendre du recul sur nos propres agissements. Parce qu'elle a cette capacité d'analyse statistique, donc elle va nous permettre même d'améliorer les agissements au niveau même individuel ou au niveau entre guillemets, le maître de ce robot. Et là où c'est intéressant, c'est de dire, si jamais l'humain qui est derrière cette intelligence artificielle, il choisit de le dévier ou d'avoir ses mauvaises intentions, eh bien, on va avoir cet effet amplificateur. Ça va aller très vite. Ça va dépasser les capacités individuelles à agir, parce qu'on est dans un aspect dématérialisé, on est dans donc des blocs d'agissement autonomes. Ce logiciel, il va gérer, donc si on le met par exemple, on le déploie sur les réseaux sociaux, il va agir d'une manière massive. Et on parle de ces 4 milliards d'utilisateurs connectés qui sont susceptibles de subir cette action, donc ces intentions qui ne sont pas donc vertueuses. Et le troisième impact aussi, donc j'ai parlé de l'imprécision, j'ai parlé des intentions qui peuvent être néfastes, et de l'impact sur l'environnement, sur la planète, chose qui passe aujourd'hui en arrière-plan parce qu'on se soucie déjà de l'effet immédiat de l'intelligence artificielle. Rendez-vous compte, un smartphone, n'importe quel support, surtout, bon, moi j'ai un passé de physicien en nanotechnologie, donc en fait les matériaux qui sont à base des senseurs miniaturisés, ils sont généralement ce qu'on appelle des terres rares. On va se trouver avec des matériaux qui sont collectés dans des conditions atroces, pas de respect de l'environnement, même de la santé des êtres humains qui y travaillent. Et aujourd'hui aussi, on n'en parle pas autant, parce que autant la croissance de l'intelligence artificielle, ça va être la course, autant que cet aspect production, cet aspect miniaturisation, il va être plus important et ça ne sera pas sans impact sur l'environnement. On a parlé de consommation de l'énergie, là on ouvre le débat pour ou bien contourner ce déploiement, ou bien trouver les sources renouvelables qui me semblent difficiles au rythme où on a parlé, c'est-à-dire les 8%. C'est très complexe à suivre à un rythme de croissance à ce stade. Donc il y a ces trois niveaux de difficulté. On a cité, là jusqu'à maintenant, on a parlé de l'effet sur la démocratie, on a parlé de l'effet sur le quotidien. Alors, il y a quand même les inquiétudes dont aujourd'hui, pour se fier aux chiffres, on finance principalement deux niveaux, où il y a deux volets qui sont les plus financés aujourd'hui pour les applications d'intelligence artificielle, donc qui sont la reconnaissance faciale et la voiture autonome. Donc, commençons par l'exemple de voiture autonome qui aussi, moi en tout cas, la conviction et la tendance, ce qu'on voit en outre-Atlantique surtout, cette voiture autonome, elle va être une réalité. On ne va pas, très dur d'y échapper. Bon, c'est un débat aussi, hein, on en parlera bien sûr par la suite dans nos échanges. En France, on pose beaucoup la question qui est responsable en fait? Comment l'assurance va me rembourser si jamais il arrive un pépin? Bon. Pourquoi pas? C'est une question légitime. Mais disons, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, de savoir aussi qu'est-ce que ça va me donner, cette voiture autonome. Est-ce que déjà le tableau aujourd'hui, bon, je n'ai pas le chiffre en tête de la mortalité sur les routes, mais déjà la réalité, elle est quand même assez noire. Enfin, je pense pas que vous
on est totalement d'accord sur ce point. Mais déjà, avant de parler du cas isolé où, d'accord, on va être dans une situation impossible, où le robot ou l'intelligence artificielle elle doit choisir entre sacrifier le conducteur pour éviter une jeune maman enceinte qui traverse à la dernière minute la chaussée, ou bien rentrer dans la dame. Et oui, cette question, elle est difficile. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Hein. Je vais être sincère. Mais par contre, on va dire que déjà, avant de parler de ce cas isolé, avec une probabilité de 1 sur plusieurs millions que ça arrive, etc., parce qu'à la base, cette intelligence artificielle, elle avait vocation justement de compléter ce que l'homme ne détecte pas, de réagir plus vite. Hein. Aujourd'hui, le temps de réaction raisonnable sur le volant, il est de l'ordre de 2 secondes. 2 secondes entre le moment, ok, je détecte le danger, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire, et après je prends la décision. Ça va très vite. Par contre, le robot, on a parlé tout à l'heure des ordres de grandeur, on parle de millisecondes. Donc déjà, s'il y a une décision à prendre, en fait, le conducteur, il n'aurait pas fait mieux, dans tous les cas déjà. Ou il n'aurait pas peut-être choisi la meilleure, ou il n'aurait pas en tout cas eu la possibilité d'agir. C'est déjà un point important. Réfléchissons à tout ce que peut nous donner l'intelligence artificielle. Elle va empêcher le conducteur qui est alcoolisé, parce qu'aujourd'hui, principalement, les causes des accidents mortels sur la route, c'est l'alcool. Même maintenant, moi je l'ai expérimenté avec un ami. Bon, il a pu acheter une voiture neuve. Et bien, au bout de 2 heures, elle lui demande de prendre une pause parce que elle craint qu'il est fatigué et qu'il peut pas, qu'il se présente un danger. Pareil, la voiture, elle freine quand la voiture. Ça, c'est des choses qui sont réalisées aujourd'hui. Donc déjà que ça nous apporte un avantage par rapport à la réalité actuelle, on peut dire que si on rentre déjà dans ce schéma de voiture autonome et que ça soit bien sûr bien cadré et bien sécurisé, le taux de mortalité il va baisser sur la route. Et donc outre-Atlantique, bon, c'est une culture qui est différente. C'est de dire, d'accord, il y aura de toute façon des difficultés, des problèmes, etc. Prenons le risque, ok, on va peut-être prendre des risques, mais si jamais on n'avance pas sur cette voie, on ne saura pas les problèmes. Et c'est ce que disent toujours les Américains, je n'ai pas de problème tant que je ne vois pas de problème. Bon, nous, on a l'approche qui est peut-être qui est différente, je ne suis pas en train de juger l'une ou l'autre approche, c'est de dire, d'accord, discutons des risques, ayons le débat, avant d'entamer cette voie de voiture autonome ou qui peuvent avoir des lourdeurs ou des difficultés judiciaires. Et ça, le débat, il est totalement légitime à ce niveau sur la voiture autonome. Un autre exemple, et là où je pense on peut avoir une inquiétude, hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure du contrôle ou du pouvoir par l'information. L'autre aussi volet du contrôle ou du pouvoir à l'échelle, on va dire, au sens géopolitique, c'est la puissance militaire. Et c'est vrai qu'à ce niveau, les questions éthiques, et d'ailleurs, je vais citer Elon Musk, qui a donné une très très vive alerte sur les robots tueurs. Et on va imaginer le scénario, c'est-à-dire entre guillemets science-fiction, où ces robots tueurs qui ont la capacité d'agir, donc avec la possibilité de tuer des êtres humains, soient autonomes ou qui prennent des décisions pour choisir de tuer ou de laisser vivant un être humain. Imaginons que, bon, c'est vrai que le schéma, il fait peur. La question aussi, c'est de savoir de responsabilité. Est-ce que si je mets un robot ou un drone dans une zone, par exemple autour d'une prison,
pour ne pas laisser échapper les prisonniers ou pour se protéger. Aujourd'hui, il y a quelques expériences qui sont faites, et en fait, ces robots peuvent avoir la difficulté parfois, donc ils vont peut-être tirer sur des prisonniers, peut-être ils vont tirer sur des militaires. Ça évoque des questions quand même qui touchent la vie humaine, et ça c'est aussi une source d'inquiétude. Et notre inquiétude, c'est que aussi la capacité de déploiement. Si on a parlé de la connexion donc, de l'individu à Internet, il y a aussi, imaginez, demain, on peut construire une armée de drones ou de robots. Donc celui, pareil, qui a la capacité d'aller plus vite ou qui a les moyens de construire le plus de drones, le plus de robots, il aura la suprématie ou l'avancée technique ou la force de frappe plus importante que d'autres, avec théoriquement des possibilités illimitées d'action. Aujourd'hui, donc, on peut dire que l'armée américaine, elle réalise déjà ce qu'on appelle des exosquelettes, des drones aussi. On peut citer une entreprise israélienne qui s'appelle General Robotics, qui a réussi à équiper un robot autonome avec un pistolet Glock, donc robot tueur, on parle de robot tueur. Alors, ce robot tueur, si on écoute les arguments, c'est de dire, d'accord, moi je préfère protéger le soldat plutôt que l'envoyer sur une zone de tension où je risque une vie humaine. Oui, la question, ok, l'argument, on peut l'entendre, mais la question, qu'est-ce qui se passe si la victime, finalement, elle subit un biais ou elle meurt à tort? Qu'est-ce qui arrive si demain, cette capacité technologique, elle tombe dans les mains on tombe dans une zone de conflit? Qu'est-ce qui peut arriver? Une catastrophe. On peut voir des populations totalement effacées de la face de la Terre parce qu'on avait cette suprématie technique. Pareil, Samsung elle a expérimenté donc un robot qui permet de réaliser donc des tirs. Et aujourd'hui, cette tendance, on écoute des alertes du Human Rights Watch sur cette question de robots. Arrêtons les robots tueurs. Donc le débat aussi, il est d'actualité sur ce sujet. La crainte, ou aussi, on va toucher une frontière entre le réalisme et aussi la science-fiction, c'est d'arriver à un point de singularité, ce qu'on appelle la singularité technologique. C'est-à-dire que théoriquement, un algorithme ou un robot ultra intelligent, il peut dépasser, c'est-à-dire sa première vocation de dire, d'accord, moi je vais apprendre et agir, et prendre des décisions. Là, on passe à un autre regard, c'est-à-dire, moi je peux m'améliorer. C'est-à-dire, on rentre ce qu'on appelle un processus de perfectionnement autogénéré. Et ça, c'est une des craintes où on dit, aussi ces capacités peuvent faire des humains, en fait, échapper le contrôle à l'humain. Ce débat-là, il est controversé. Aujourd'hui, en tout cas, on en est. Ça sera pas ça sera pas en 2020 ou en 2030. Il y a une vraie difficulté technique pour que ça arrive. Mais on va dire finalement, le vrai danger qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout l'humain qui est derrière l'intelligence artificielle, et non pas peut-être cette intelligence artificielle qui va prendre le relais sur l'humain. Donc on rentre dans un questionnement d'éthique donc de base, c'est de savoir très simplement quelle est l'utilisation qu'on fait à cette intelligence artificielle. Et aujourd'hui, donc je souhaite également aborder le thème de voir, d'accord, comment on peut réglementer ou quelles sont les possibilités de cadrer cette utilisation, vu que le centre du débat, c'est comment je l'utilise.
Alors, il y a plusieurs difficultés, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, du fait inédit qu'on parle de technologies qui sont dématérialisées, c'est-à-dire ce sont finalement des lignes de code qui peuvent être logées dans n'importe quel serveur sur le planète. Donc, déjà, il y a une première barrière qui est technique. Au Davos 2019, cette question d'intelligence artificielle, elle a vraiment suscité donc les discussions entre les États participants avec des sessions. Il n'y avait pas moins de 40 sessions qui y sont consacrées. Donc ça montre déjà qu'il y a peut-être urgence à agir. Et on voit que c'est un peu tard. Pourquoi ? Parce qu'on a vu déjà les conséquences ou les soupçons de conséquences aux États-Unis, où on a vu qu'il y avait peut-être des élections qui étaient biaisées. On a vu plusieurs scandales sur ces utilisations d'informations donc à des fins qui n'étaient pas transparentes. Donc il s'agit finalement, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est peut-être pour commencer de la transparence. Et en fait, l'exemple même de ce qui se passe avec notre smartphone nous montre qu'on est quand même très loin et que le chemin sera très loin avant d'avoir la transparence totale. Pourquoi ? Aujourd'hui, même quand vous, je ne sais pas si vous remarquez, quand vous connectez sur certains sites, ils vous demandent d'accepter qu'ils prennent les cookies. Alors moi, je vous pose la question très sincèrement. Est-ce que vous lisez cette page ? Bon, c'est très bien. Bon, je vois des noms, des oui. Okay. Moi, ça me rappelle toujours quand on accepte l'installation de logiciels, quand on a toute la liste des conditions d'utilisation que personne ne lit, enfin, sauf exception, pour ne pas généraliser. Et on est rentré peut-être dans ce schéma où en fait l'utilisateur finalement, en tout cas pressé ou qui a un besoin, ok, bon, j'accepte, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je vais accepter parce que bon, je veux voir ce qu'il y a dedans. Je suis pressé. J'ai des amis qui m'attendent. Ok, je lis ça plus tard. En tout cas, et même dans cette page, on suppose que finalement le site il va respecter cette charte ou cet engagement. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes techniques ou la difficulté? On peut la mettre sur le plan technique, qui peuvent permettre de régulariser ou de comprendre ce qu'il y a dans ces boîtes noires. Et le problème, vu que là, il s'agit d'une valeur ajoutée qui est purement intellectuelle, ce n'est pas un simple audit où, voilà, comme on fait des audits pour tout, où voilà, j'aurai par exemple le contrôleur de gestion qui va voir les factures, etc., qui va voir tout en règle. Là, on parle d'une utilisation d'algorithmes. On peut cacher un algorithme très facilement. On peut isoler des informations en passant par des transactions complexes. Et aussi, c'est aussi on va dire la valeur ajoutée de l'entreprise même de technologie. Ça résume à ce code. Est-ce que moi, si je vous montre mon code du début jusqu'à la fin, qui me garantit qu'il ne sera pas communiqué d'une manière ou d'une autre à un concurrent, parce que finalement il s'agit d'idées, il s'agit d'années de recherche, il s'agit d'investissement. Donc il y a vrai un enjeu de compétitivité sur cette régularisation. Alors je peux quand même citer que l'OCDE a quand même un certain nombre de préconisations, ce qui touche l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on demande la robustesse de ces algorithmes. Ça rejoint le premier point que j'ai cité tout à l'heure. Pas d'algorithme faillible pour ne pas générer des dégâts. Que l'individu, l'utilisateur, soit au courant de ce qu'il y a dans ce logiciel ou dans cette application, qu'on respecte l'impact d'environnement et qu'on responsabilise les acteurs, donc les acteurs clés.
Alors, la lecture, oui, de ces préconisations, ça montre peut-être une volonté. Oui, on commence à s'inquiéter, donc on veut mettre en place des mécanismes. Mais entre ça et entre dire qu'il y a une vraie mécanique ou un vrai système de validation d'algorithmes, je pense que le chemin il est encore plus loin. Et là, on voit l'importance que autant l'utilisateur que l'architecte, que le développeur, qu'on soit dans le même schéma de développement, que l'utilisateur il soit associé à ces choix techniques, parce que finalement, ça devient un objet de consommation, et c'est normal de pouvoir choisir finalement ce qu'on consomme. Ça se résume à ça. C'est difficile dans le cadre de l'intelligence artificielle parce que c'est dématérialisé, mais il n'y a pas pire qu'un consommateur qui subit des conséquences qui n'a pas choisi sciemment, qui n'avait pas autant de recul pour identifier le danger sur sa vie privée, sur les conséquences. Et moi, je m'interroge aussi sur une question totalement simple. Pourquoi dans la loi, on n'inscrit pas la propriété de l'information? C'est-à-dire que ce soit mes mails, que ce soit mes messages, mes photos ou tout ce que récoltent les censeurs autour de moi, soit en propriété privée. Le jour où je veux les récupérer intégralement, j'aurai la possibilité de faire. Le jour où je veux les effacer, et aujourd'hui c'est aussi un débat, le droit à l'oubli, j'ai le droit de l'effacer pour ne pas subir de la pression, pour avoir la liberté de jouir de ces données et de choisir aussi de s'en débarrasser s'il faut, parce que finalement ça peut être concrètement c'est une entre guillemets marchandise, c'est un objet. L'information c'est un objet. Aujourd'hui, ça vaut de l'or parce que les acteurs ont compris très vite l'impact sur le marketing. Mais finalement, ces acteurs, ils se sont peut-être permis d'utiliser une propriété qui n'était pas la leur. L'information qui m'appartienne, finalement, ils m'appartiennent. Et si on ne connaît pas les tenants et aboutissants de ce que tu vas faire avec ce qui m'appartient, peut-être que je ne vais pas vous autoriser à les manipuler. Donc, on a parlé donc de ce début de réglementation, de volonté de réglementation. On peut aussi citer la réglementation RGPD, qui est la réglementation générale sur la protection des données personnelles. Bon, en France, on peut parler aussi de la CNIL, qui joue aussi un rôle pour protéger les données personnelles, pour éviter les abus. Là, aujourd'hui, le chiffre il fait peur quand même, il y a plus que 140 000 plaintes qui ont été déposées à la CNIL. Aujourd'hui, ces réglementations commencent quand même à donner des effets. On peut parler de l'amende de 50 millions d'euros qui a été infligée à Google pour des infractions à cette réglementation. Et aussi, il y a une inquiétude au niveau européen sur les implications éthiques humaines et sur l'intelligence artificielle. Et donc, ce qui dit réglementation dit aussi une crainte des acteurs de voir l'évolution technique freinée ou très contrôlée. Donc le débat aujourd'hui est de voir où est-ce qu'on met le curseur pour autant ne pas avoir du retard sur l'intelligence artificielle, parce que ça peut être aussi un danger. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu le débat ou on peut dire scandale Huawei sur la 5G. La 5G, elle va vraiment permettre une autre dimension de la gestion d'informations avec les objets connectés, les voitures autonomes, etc. Donc c'est un enjeu stratégique. Donc aujourd'hui, la Chine, elle a une avance sur ce volet, et donc l'inquiétude aussi en Europe et aux États-Unis d'avoir du retard technologique. En Europe,
on peut craindre un retard à cause de déréglementation et à cause de ce débat qui est important pour l'utilisateur, mais aussi qui est important pour les acteurs du numérique qui font bien sûr la force de la croissance et des métiers du futur. Là aujourd'hui, les estimations, c'est que 4 emplois sur 10 seront effacés d'ici 15 ans à cause de cette intelligence artificielle. Donc il y a de vrais enjeux économiques et le danger aussi, c'est d'être très tard par rapport au reste de la planète sur ce volet. Et là, moi j'aimerais bien voir aussi comment, moi simple consommateur ou simple individu, quel est mon champ d'action possible pour... en fait, finalement, ça revient à choisir ce que je consomme. Est-ce qu'aujourd'hui, si je décide de ne pas utiliser Facebook, eh bien, pour autre chose, je dois être capable de le faire. On a développé en fait, finalement, cette dépendance qui empêche l'individu de choisir. Et c'est là aussi un débat ou une prise de recul personnelle qu'on doit avoir sur le plan éthique, de dire, du moment où telle application, elle avait des effets néfastes, je ne sais pas, sur qui a causé une guerre, qui a permis de développer un conflit ou une révolution, eh bien, je décide de ne pas adhérer à cette application, de m'en passer et de choisir une alternative. C'est exactement le même débat qu'on peut avoir quand on choisit de manger bio, parce qu'on est d'accord avec les moyens de production, la finalité, et qu'on sait que même si on doit payer pour avoir cette application, on sait qu'on consomme responsable. Donc il y a un vrai enjeu aussi au niveau de l'individu. Est-ce que sommes-nous capables aujourd'hui d'avoir du recul et d'être indépendants de ces technologies? Moi aujourd'hui, je vais parler avec des termes faciles. On a l'impression parfois que c'est impossible de se passer d'un smartphone. Mais en fait, il y a 20 ans, il n'y avait pas de smartphone. Enfin, comment on faisait? Donc il y a une part de réponse dans cette interrogation. Je me pose la question autant que vous. On ne peut pas dire aujourd'hui que cette intelligence artificielle n'a pas permis d'améliorer notre vie, d'aller plus vite, de se soigner mieux, de partager l'information, de démocratiser l'information aussi. Mais aussi l'autre revers de la médaille consiste à dire, voilà, cette utilisation, si elle tombe dans les mains avec des mauvaises intentions ou l'intention de s'accaparer des directions, des opinions publiques, ça peut être le plus fort ou celui qui a la suprématie qui peut finalement avoir la main, et donc ça va finir avec une tendance de contrôle qui prend donc qui va agir avec des moyens totalement gigantesques. Donc Bernard, je te permets de continuer le débat. Merci Abdel pour cet exposé très complet finalement en fait. Donc tu as abordé pratiquement beaucoup de sujets. Mais je te poserai une question. Donc comme l'heure tourne et on va donner la parole à la salle, une seule question, c'est que en fait tu nous as proposé, après avoir dressé un tableau assez noir en fait au début de ton exposé sur tous les problèmes de manipulation qu'il peut y avoir avec l'intelligence artificielle, de surveillance de masse, etc. Tu arrives à dire que finalement, bon, il y a eu des recommandations, par exemple, tu cites l'OCDE, là, qui nous dit il faut que l'utilisateur soit au courant de ce qu'on utilise, enfin, quand on utilise ces données. Il faut qu'on veille à l'impact sur l'environnement de tous ces développements numériques. Il faut responsabiliser les acteurs. Donc, en fait, on voit bien qu'il peut y avoir des
les moyens législatifs qui sont mis en œuvre, en fait, en imposant par exemple la transparence des algorithmes, en imposant peut-être le fait que, et ça c'est un changement de principe presque philosophique, le fait que l'on soit propriétaire de ses données personnelles. Ça c'est un changement qui est assez fondamental, qui est un petit peu amorcé avec la RGPD, c'est-à-dire où on peut réclamer ces données ou être effacé, etc. Mais en fait, du point de vue éthique, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est bien de faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit carrément refuser d'être géolocalisé? Est-ce qu'on doit refuser la publicité ciblée? Moi, je trouve que c'est bien la publicité ciblée, finalement, si je veux me faire l'avocat du diable. C'est rien d'autre que quand je vais chez mon libraire du coin, qui me connaît parfaitement, qui connaît mon profil. Il y a eu un nouveau bouquin de philo, parce que je m'intéresse à la philo, donc il sait que c'est ça qu'il faut qu'il me propose. De la même façon que Amazon, il va me proposer le dernier bouquin de philo qui est sorti, et il ne va pas me bombarder avec les romans policiers, ou les livres de cuisine, ou les mangas, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est bien quand même la publicité ciblée. Donc ça amène quelque chose de positif. De la même façon, on peut dire que, je ne sais pas, tu as donné l'exemple positif de la voiture autonome, bon, c'est OK. De la même façon, la reconnaissance faciale, ça peut avoir un aspect positif pour des problèmes de sécurité, etc. Même de lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, on en parle même dans les pays démocratiques. Est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, faire de la reconnaissance faciale dans certains lieux parce qu'il peut y avoir des risques? Donc, qu'est-ce que, personnellement, on doit faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bien de faire? C'est de couper la géolocalisation, qui peut aussi être positive, parce que ça peut être intéressant et donc, c'est cette question-là que je me pose, moi. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, quoi, en fait, de faire? Comment on résout ce problème, personnellement? Alors, tu m'as posé une question qui est l'essence même de ce débat. Alors, aujourd'hui, en tout cas, je ne peux pas dire si c'est bien ou pas. Ce que je veux dire, c'est important d'avoir le choix. Et quand on parle d'avoir de notion de choix, c'est d'avoir accès à l'information ou à l'ensemble. Moi, tu as pris un très bon exemple. Alors, si tu es passionné de philo, c'est quand même dommage que tu te passes de lire de temps en temps des romans. Alors, cet aspect de curiosité, c'est dommage de ne pas pouvoir, d'avoir toujours en premier plan ce que tu vas acheter tout de suite, en fait. Parce que ce qui l'intéresse, celui qui t'a mis le bouquin de philo, alors je ne veux pas m'avancer trop sur des intentions, mais je vais estimer que ce qui l'intéresse, c'est que tu achètes. Et il sait que tu vas acheter ça, en tout cas en premier. Après, mon libraire du coin aussi. Eh bien, oui, justement, quand tu as le libraire du coin, eh bien, tu vas pouvoir voir au même niveau, et ça c'est très intéressant, on voit les magazines de philo, de littérature, ciné, etc. Et en fait, ils sont au même niveau. Alors pourquoi? Et ça, le danger, c'est que pourquoi voir ce que tu vas acheter tout de suite et c'est ça, moi, ce que je trouve dangereux, ça ressemble beaucoup, par exemple, quand on va dans un supermarché, de voir vraiment en face, et ça, il y a des entreprises qui payent l'emplacement parce qu'ils savent que c'est ça que tu vas voir directement. Quand on fait la queue pour payer à la caisse, on va, surtout si on a des enfants, bien, il y a les chewing-gums, les bonbons, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça, c'est un passage obligé. Il y aura une faiblesse à un moment, et en fait, on va craquer et on va acheter. Et alors, la publicité en soi, elle n'est pas négative, mais quand elle est orientée à l'individu, quand elle coupe de ta capacité ou ta peut-être volonté d'être curieux, de choisir finalement sans être mis face-to-face avec une situation où bon, je craque et je prends, je n'appelle pas ça choisir sciemment ou un comportement éco-responsable. Ça se trouve, tu as déjà un autre bouquin que tu n'as pas fini et tu vas acheter quand même un deuxième. Tout à fait.